Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Noé Soulier, chorégraphe, directeur du CNDC, le Centre national de la danse contemporaine installé à Angers. Noé présente Close Up à l'Opéra Grand Avignon jusqu'au 20 juillet. Il raconte sa création, imaginée pour ce lieu, son approche par but pratique et la danse qui se déploie dans les corps des 6 interprètes, la partition musicale double sur l'art de la fugue de Bach et celle des bruits des corps dans le silence, l'utilisation de la caméra, l'importance du regard. On l'écoute avec joie. Bonjour Noé. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. On est en plein cœur vibrant d'Avignon. Absolument. À la sortie du cinéma Utopia, qui est un cinéma historique, où tu viens de présenter un de tes films. Oui, tout à fait, ouais, Fragment. Et cette semaine, tu présentes aussi une pièce à l'Opéra Grand Avignon, Close Up. Oui. C'est ta première fois à Avignon. Absolument, ouais. C'est la première fois et c'est très enthousiasmant. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Avignon, c'est assez mythique, quoi. C'est quand même le festival auquel on associe le plus de choses. Pour moi, la cour d'honneur, Avignon l'été. Il y a aussi toute cette dimension du off. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de... Le bruit des cigales. Il fait chaud, il y a du monde. Il y a beaucoup d'anecdotes sur Avignon. Donc, attends, on va avoir des secrets aujourd'hui. Non. En tout cas, tout le monde est rassemblé dans ce lieu d'Avignon pour le spectacle, pour la culture, pour le spectacle vivant. Et toi, donc c'est la première fois que tu viens à Avignon, c'est une création spécialement pour Avignon. C'est une commande en fait. Comment ça s'est passé ? C'est pas une commande, c'est parce que c'est une pièce qu'on va tourner après toute la saison prochaine, donc il y a beaucoup de coproducteurs dont le Festival d'Avignon fait partie. Et par contre, on savait qu'on ferait la première ici, donc c'est sûr qu'on a vraiment pris en compte. C'est pas en extérieur, parce qu'il y a beaucoup de projets en extérieur ici, mais c'est l'opéra, c'est un théâtre à l'italienne, donc qui est un espace très spécifique que j'ai pris en compte dans la création de la pièce, quoi. Et comment t'as été approché ? Je pense qu'il y avait un intérêt pour le travail de Thiago Rodriguez et de son équipe, Géraldine et Magda, et donc il y a un dialogue qui s'est fait assez naturellement, et puis je dirais que ça change. La pièce d'avant, on l'avait créée à Kunsten Festival des Arts à Bruxelles, et ensuite à Montpellier Danse, là à Avignon, donc c'est hyper... on a la chance, je dirais, en France d'avoir des contextes vraiment très propices, en fait, et très dynamiques pour présenter les œuvres, en fait, quoi. Et le public d'Avignon, la première c'était lundi, c'était le 15 ? C'était très chaleureux, donc c'est plein tous les soirs, et il y a une énergie, comme il y a des balcons, on voit, parfois je me sens presque un peu gêné par rapport à certains spectateurs, parce que des balcons, on voit la moitié de la scène, j'en vois qui sont debout pendant tout le spectacle, ce qui me touche beaucoup dans leur implication, leur engagement. Et puis non, j'ai l'impression qu'il y a, qu'en tout cas pour nous, pour l'équipe, pour les danseurs, les danseuses et les musiciennes qui sont sur scène, il y a quelque chose qui se passe de fort avec le public, donc c'est très émouvant, en fait. Et toi, t'es où dans la salle quand le spectacle prend place sur le plateau ? Moi, je suis souvent... Là, dernièrement, j'étais très proche. J'étais au 2e ou au 3e rang. Et moi, c'est un peu particulier la manière dont je regarde le spectacle, parce que je note mentalement tout ce que je vais leur dire le lendemain pour ajuster... Je trouve le terme de correction, par exemple, il n'est pas forcément juste. C'est pas de dire ça, c'était pas comme ça. C'est plutôt parfois, je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait, quelle idée, quelle direction pourrait être intéressante à explorer pour continuer à développer, à chercher à l'intérieur de l'œuvre, en fait, quoi. C'est une œuvre qui est toujours en recherche, en fait, qui est toujours en construction. Toutes les œuvres pour moi. C'est-à-dire que si on joue une œuvre, même qu'une œuvre qui a dit, là, même la saison dernière, on a présenté Le Royaume des Ombres, qui est une œuvre de 2009 que j'ai transmis à un nouveau danseur, etc. Et même une œuvre de 2009, je trouve qu'en fait, à partir du moment où c'est quelque chose de vivant, donc quelque chose qui va être interprété, il y a toujours la question de comment je le regarde aujourd'hui, comment je l'interprète,
qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, comment je l'aborde en fait, quoi. Et là, il y a un Perrier qui arrive. Bonjour le Perrier, bonjour Pour mademoiselle. mon plus grand bonheur. Il Il est est assez mince. chaud aujourd'hui. Elle n'a pas le capsuleur, ça va arriver. Et alors, c'est la première fois que tu étais à Avignon, donc c'est aussi une manière de montrer ton travail. Oui. Et quel type de danse tu voulais montrer? Bah alors c'est vrai que pour le coup, là, depuis plusieurs pièces et depuis une petite quinzaine, non, combien de temps ça fait? La première pièce, oui, 14 ans on va dire. J'essaye de développer une démarche, d'une manière spécifique d'aborder le mouvement, de bouger, qui bien sûr est ancrée dans mon cas, qui est ancrée dans toute une lecture, des modes de définition du mouvement qui m'ont précédé dans la chorégraphie, et aussi une recherche compositionnelle, de rapport à la musique, etc., qui se déploie, de pièce en pièce en fait. Dans cette pièce-là spécifiquement, il y a la musique de Bach, il y a l'art de la fugue. Oui. Donc On va en parler. il y a ce lien-là qui est assez important, et il y a la présence des musiciennes en live, donc clavecin, viol de gambe, violoncelle, violon et traverso, flûte baroque. Et puis il y a aussi un travail particulier par rapport à l'espace de l'opéra. La première partie se passe sur le proscenium, où c'est vrai que dans un théâtre à l'italienne, il y a cette grande variété de points de vue entre l'orchestre et le quatrième balcon. On passe du plongé au contre-plongé, de gauche à droite au balcon. Il faut appréhender tout ça en fait. Voilà, Ouais. il y a une sorte de demi-sphère, de grande multiplicité de regards. Donc moi j'ai essayé d'explorer ça en renversant beaucoup les corps et en faisant qu'ils puissent presque faire face à tous ces points de vue. Et puis il y a une deuxième partie qui utilise un dispositif avec une caméra en temps réel. Et là où finalement on passe de cette multiplicité de points de vue du public à un seul point de vue, qui est celui de la caméra, et que tout le monde peut voir à travers sa projection. Et puis après, alors là je révèle beaucoup de choses, mais tout ce dispositif s'en va, part dans les cintres, part sur les côtés, et il y a toute la cage de scène qui s'ouvre, et donc au contraire un jeu sur la profondeur, et le dernier moment chorégraphique, il y a une sorte d'effet de perspective qui va se finir sur une seule danseuse qui est au lointain. Et donc on a, je dirais, une sorte d'évolution des modes de regard, du jeu de regard qui se produit sur le mouvement, quoi. Donc il y a un travail sur l'espace qui induit effectivement différents regards. Il y a un travail avec la musique, effectivement, avec Il Convito. Il y a un travail sur les silences aussi. Moi j'ai trouvé que la partition musicale, elle était double en fait. Il y a la présence effectivement de Il Convito avec cette musique baroque. Oui. Et puis il y a beaucoup de moments de silence. Oui, absolument. Et avec les souffles des danseurs qui sont amplifiés, donc qui sont très présents. Pour moi c'était une partition sonore en fait. Oui, absolument. Pour moi il y a cette musicalité du souffle et cette musicalité du mouvement, parce que je trouve que quand on entend les souffles comme ça, je dirais qu'on voit et on entend la chorégraphie en même temps. Ça devient vraiment multisensoriel, si je puis dire, et d'ailleurs la perception du mouvement elle-même, elle n'est pas que visuelle, elle est kinesthésique, proprioceptive, tactile, sonore, effectivement. Si quelqu'un court et nous frôle, on l'entend passer, si je puis dire. Et donc il y a tous ces sens en fait qui sont mis en jeu par le mouvement. Et je trouve que le fait d'entendre vraiment les souffles comme ça renforce ce côté plurisensoriel de la perception du mouvement et de cette musicalité-là en fait. Et parce qu'effectivement aussi, pour moi, la musique est aussi mouvement en fait. Dans le sens, il y a des appuis, il y a un rythme, il y a une pulsation, il y a une énergie, il y a des élans, une articulation. Il y a beaucoup de choses qui, à travers le sonore, en fait, sont finalement corporelles, sont des questions de mouvement, quoi. Et la pulsation des corps, elle prend encore plus d'espace parce que elle fait écho aussi à ton approche par but pratique, où on a l'impression que le son des corps, il est dans une efficacité concrète, je ne sais pas si c'est bien dit, mais que tout ça, finalement, forme une boucle. Oui, parce que c'est vrai que là, quand on pense à surtout les buts pratiques sur lesquels je travaille, frapper, éviter, lancer, attraper, mais surtout ces trois premiers, donc qui après sont toujours détournés de leur finalité pratique par les directions justement qui sont employées, les parties du corps, les objets qui ne sont pas présents. Ces buts-là, ils vont affecter la respiration de manière très spécifique. On ne va pas inspirer, expirer de la même manière si on pense à frapper quelque chose, à l'éviter. Le frapper va plus se faire sur l'expire, l'éviter sur l'inspire, le lancer c'est encore un peu différent. Ça se voit dans le regard aussi beaucoup, donc je dirais qu'il y a toute cette manière on pourrait dire de vivre le mouvement à travers le souffle, à travers le regard, à travers la manière d'initier ou de finir un mouvement, à travers son accélération, à travers
le tonus musculaire, la tension qu'on y met ou pas, qui sont mobilisés en fait par ces bustes pratiques et donc qui ont un rapport assez fort au souffle, effectivement, quoi. Et alors là, est-ce que tu as découvert avec tes danseurs, 6 danseurs interprètes au plateau, des nouvelles manières de frapper? J'imagine qu'à chaque fois, ce sont des découvertes, non Oui, en fait, c'est vrai que les buts restent les mêmes. Et pour moi, ces buts, ils apportent un côté effectivement assez concret, assez expressif, assez affectif même, je dirais, parfois au mouvement. Et puis, il y a des distorsions qui font qu'ils ne sont pas reconnaissables et qui induisent un certain niveau d'abstraction. C'est à la fois une danse qui n'est ni narrative, il n'y a pas une thématique, on peut se dire, ah, tiens, ça parle de ça, ou ça, c'est tel personnage, etc. Et c'est pas non plus une danse complètement formelle, complètement abstraite, qui serait purement géométrique. On est dans cet entre-deux. Et en fait, c'est vrai que depuis un moment, j'avais commencé vraiment à me pencher là-dessus dans la création pour la compagnie Trisha Brown, In the Fall, que j'ai créé en novembre dernier, sur des manières en fait de sortir de la verticalité du corps. Parce que j'ai l'impression que, au fond, quand on regarde quelqu'un bouger, on lit ses mouvements beaucoup par rapport à l'orientation du buste, pas uniquement du visage, parce que la tête peut tourner, mais finalement principalement de la poitrine du buste. La position du buste en fait dans l'espace. Donc si on fait face au sol, ou si on fait face au plafond, ou si on fait face à un des murs, c'est pas uniquement le fait à ce moment-là de baisser le torse, c'est comme si tout le référentiel de la personne était déplacé en fait, et qu'on va lire tous ces mouvements. C'est comme si on faisait basculer en fait l'espace dans lequel ont lieu les mouvements, et pas uniquement les mouvements eux-mêmes en fait. Et ça, je sais pas, ça me fascine depuis un moment. Donc c'est très présent dans cette pièce-là, par exemple. Ouais, de déjouer en fait ces positions. Ouais, c'est un peu comme si on a un référentiel, pas un référentiel cartésien, par exemple, avec 3 axes, X, Y, Z, et qu'on va avec des coordonnées comme ça, et qu'on disait, tiens, il y a un vecteur qui... là, c'est pas juste de changer la direction du vecteur, c'est de prendre le référentiel de coordonnées et de bouger tout ce référentiel. Et forcément, tous les vecteurs qui vont avoir... Enfin, là, ça semble un peu trop mathématique. C'est pas aussi abstrait que ça, mais c'est comme si... plus simplement, c'est un peu pour moi comme si on prenait la pièce et qu'on on faisait une rotation d'un quart de tour de tout l'espace de la pièce. On peut d'ailleurs parfois, quand on est petit, je pense, jouer à ça. C'est-à-dire quand on s'allonge ou quand on se met face au sol, comme ça, s'imaginer finalement que c'est pas nous qui avons bougé, mais que c'est tout l'espace qui a bougé autour de nous, quoi. Et c'est encore une histoire de regard. C'est beaucoup une histoire de regard. Voilà. Pour revenir au silence, parce qu'on l'a évoqué, mais hier, quand j'ai assisté à ta représentation, je me suis aussi posé la question de comment les danseurs peuvent être aussi synchrones dans un contexte de silence absolu où il n'y a que les bruits des corps. Ça, vous avez travaillé comment? Alors, il y a de l'écoute, mais bon. Ouais, il y a beaucoup d'écoute. Les phrases ont quand même une rythmique propre. En plus, elles sont horriblement dures à faire à l'unisson. Moi, c'est ça qui m'a... Il y a pas mal d'unissons dans cette pièce, ce qui n'est pas si courant. Il y a des unisons parfois juste de 2 personnes. Oui, moi j'ai employé le terme de canon en préparant cette interview. J'avais l'impression d'assister à des canons de corps, tu sais. Et en fait, ces unissons, pour moi, ils sont intéressants sur des phrases qui sont très imprévisibles, très syncopées, très explosives. Et aussi, dont les gestes eux-mêmes sont difficiles à lire. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez jubilatoire à les voir... reproduit de manière extrêmement précise en temps réel, comme si d'un seul coup quelque chose qui est une sorte de surgissement, d'explosion un peu mystérieux qu'on n'arrive pas parfaitement à percevoir, comme si ça permettait de le révéler en fait, de le rendre perceptible. Donc c'est des émissions qui sont très très dures. Après il y a quelque chose, c'est qu'en fait la vision périphérique est très sensible au mouvement, et c'est vrai que si on s'entraîne un peu, dès qu'on a quelqu'un dans sa vision périphérique, si on sait le mouvement vers lequel il va aller, on va presque sentir le moment où il s'élance suffisamment tôt pour s'élancer avec lui. Ça crée l'impulsion. Ouais. Et puis l'art de la fugue qui revient, après ces moments de silence. Pourquoi l'art de la fugue sous la direction de Maud Graton? Alors il y avait plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est vraiment une œuvre qui me fascine. En fait, j'ai déjà fait une pièce sur l'art de la fugue pour le Netherlands Dance Theater l'année dernière. Mais c'était une version pour piano seul qui était enregistrée, donc c'était assez différent. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est que cette tension finalement entre abstraction et expressivité, affect, corporéité, si je veux dire, que j'essaie d'explorer par le mouvement, je trouve qu'elle est très présente dans l'œuvre de Bach en général, mais particulièrement dans celle-là, parce que justement on est dans une série de fugues, de contrepoints, et dans ces fugues on n'est pas dans une forme... si on prend la forme sonate par exemple, qui a une exposition,
deux thèmes qui représentent un peu deux caractères différents, un développement qui peut être vu un peu comme des péripéties, et puis une réexposition à la fin. On est dans une forme de récit musical en fait. Tandis que là, dans une fugue, il n'y a pas de développement qui puisse s'apparenter à une narration, à un récit linéaire. Il y a quelque chose au contraire de très structurel, de très architectural, et bien sûr de très polyphonique, très pluriel. Et en même temps, les matériaux qui sont utilisés sont très émouvants. Les mélodies sont parfois très rythmiques, très physiques, parfois assez déchirantes, parfois les harmonies aussi, les modulations sont... Et donc on a, je trouve, cette synthèse entre quelque chose de très émouvant, de très expressif et quelque chose de très abstrait en fait. Et ces deux pôles finalement peut-être de la sensibilité humaine, où il peut y avoir de l'émotion dans les deux. On peut être ému face au ciel étoilé qui est relativement abstrait quand on y pense, face à ces petits points lumineux géométriques dans l'espace, comme on peut être ému par quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile qu'on a devant nous et qui est aux prises avec quelque chose de difficile et qu'on voit ça dans son corps, dans ses traits, dans son expression. Pour moi, la synthèse, enfin le lien entre ces deux choses-là me travaille beaucoup et donc il y a ce lien-là avec la musique. Et puis après, les principes compositionnels qui sont à l'œuvre dans l'art de la fugue sont tellement intemporels, c'est-à-dire qu'ils sont tellement riches, multiples. C'est comme une sorte de merveilleux... j'ai pas envie de dire catalogue parce que ça n'a pas un côté catalogue justement, mais panel de possibilités, de propositions de possibilités d'organiser de la complexité de manière lisible. Pour moi, par exemple, la première fugue, elle est finalement assez simple. Il y a un seul thème, enfin elle est simple, elle est merveilleuse. C'est presque peut-être structurellement la fugue la plus simple qu'on peut faire, mais donc le défi là, Bach arrive avec des matériaux assez simples à créer quelque chose d'incroyablement riche et multiple et auquel on peut toujours revenir. Et par contre, la 11e fugue ou la dernière fugue qui est inachevée, là, elles sont d'une complexité folle. Il y a 3 thèmes en même temps. Et là, il y a presque la merveille, le fait de dire, ouais, il a réussi à rendre ça lisible, à rendre ça audible, en fait, à faire que malgré un tel niveau de complexité, on peut le parcourir. Et moi, ces deux pôles-là aussi, arriver à rendre donc par exemple un unisson avec 2 personnes sans musique, juste qui font une phrase. Est-ce qu'on arrive à rendre ça intéressant ? Jusqu'à quel point on arrive à rendre quelque chose de simple intéressant ? Et à l'opposé, jusqu'à quel point on arrive à rendre quelque chose de complexe, jouissif et visible et à vraiment réussir à ce qu'on en fasse l'expérience en fait. Et les corps des danseurs, comme si c'était des notes de musique un petit peu. Ah non, alors, pas des notes de musique. Les pauvres, s'ils entendent ça, ils vont pas être contents. Non, c'est vraiment... Mais d'ailleurs, je pense pas que les notes sont un moyen pour écrire de la musique, mais l'art de la fugue, c'est pas une série de notes de musique en fait, sans un sens. C'est une série de thèmes qui sont viscéraux et qui sont pleins d'humanité en fait, quoi. C'est rendre visible aussi ce thème peut-être par la danse. Ouais. C'est peut-être ça, c'est mieux formulé. Mais par contre, c'est vrai aussi que pour le coup, c'est une chorégraphie qui les mobilise aussi vraiment. Je sais pas comment appeler ça. J'aurais presque envie de dire qu'il y a une forme d'intimité chorégraphique, pas une intimité personnelle mais une intimité chorégraphique de leur manière propre de bouger, de réagir face à ces instructions-là, face à ce mode d'approche du mouvement qui est vraiment mis en jeu, quoi. Il y a un dépouillement scénographique, ça c'est ta caractéristique. Oui, il y a... La musique, les corps qui dansent, les artistes au plateau, et finalement des costumes assez sobres, des choses très simples. Oui, et c'est tout. Et en fait, on vient voir la danse. Absolument. Et la musique, l'entendre. Et la présence de la caméra. Oui. Ça, c'est assez nouveau. Oui, alors voilà, c'est vrai que c'est un dispositif qui m'intéressait parce que d'habitude, quand on filme de la danse, la personne qui choisit le cadre, en fait, qui compose l'image, c'est pas l'interprète, c'est ni le chorégraphe, ni même en temps réel, c'est le caméraman, c'est pas le danseur. Et c'est pas le chorégraphe, c'est le réalisateur. Et là, l'image est construite par la chorégraphie et son interprétation. Parce que comme la caméra est en plan fixe, donc il y a la caméra qui est en plan fixe, ensuite il y a ce cadre physique entre la caméra et les danseurs qui leur permet à la fois de voir et de repérer physiquement les limites de l'espace qui est enregistré. Et donc ça leur permet quelque part de cadrer de l'intérieur l'image ou de composer l'image de l'intérieur. Et pour moi ça renverse vraiment le rapport de force finalement entre celui qui est observé et celui qui regarde. C'est pas celui qui regarde qui capture ce qu'il veut de la personne qui regarde,
et qui quelque part l'objectifierait un peu. C'est celui qui se montre, qui est dans cette position de vulnérabilité, de s'exposer, qui construit l'image qu'il va proposer et qui construit l'expérience visuelle et esthétique qu'il va susciter en fait. Donc il y a ce dispositif qui permet ça et qui est très spécifique parce que le cadre est assez petit, il fait un peu plus de 50 cm de large, en 16/9, il est positionné au niveau du centre du corps et tout ça est retransmis en temps réel. Mais ce que j'aimais bien, c'est que pour le coup c'est un cadrage qu'on voit pas au cinéma. Enfin, c'est vraiment atypique comme mode de cadrage. C'est des nouvelles images de corps. Voilà. Pour moi, c'était vraiment l'enjeu. Et ça donne des nouvelles idées chorégraphiques. Parce que pour mettre le corps dans ce cadre-là, en fait, au début, le cadre paraît tout petit, mais en fait, on peut faire énormément de choses dedans. C'est par à la contrainte, en fait. Oui, c'est très contraignant. Ouais. Mais c'est une contrainte que je trouve, moi, en tout cas là, que j'ai trouvé incroyablement fertile. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir voir les corps de si près, qui pour moi me rappelle un peu la manière dont je vois et j'entends les corps en dansant. Quand je danse avec quelqu'un d'autre sur scène, on ne voit pas son corps dans l'intégration, enfin sauf s'il est un peu plus loin, mais souvent quand on est proche, on sait où est son corps, on sent où est son corps, on voit des fragments de corps, mais on n'a pas le recul en fait. Et ça on n'éprouve jamais, même si on est dans une pièce, on est tout proche, même si on est dans un musée que quelqu'un danse à 2 mètres de nous, on le voit, il est quand même à 2 mètres, il est pas à 50, il y a peut-être des chorégraphies comme ça, mais c'est relativement rare. Et là, de pouvoir être vraiment à cette distance-là, on peut voir des détails de doigts, de mains. On est vraiment dans une chorégraphie du centimètre. D'être dans les corps. Dans les corps, ouais. Et donc, d'où le nom de close-up. Absolument. Ouais. C'est à la fois un zoom, ça c'est à la fois un gros plan, là au sens littéral cinématographique, mais c'est aussi vu de près, quoi, de close-up de près, on pourrait dire, quoi. Et cette idée d'avoir ce rapport hyper intime, hyper proche du corps et d'extrême proximité, ouais. Donc 6 danseurs au plateau. Quelles sont les qualités que tu cherches chez un danseur ? Alors le travail il est très... je pense que d'ailleurs c'est probablement la pièce que j'ai créée qui est la plus redoutable techniquement. Je pense que c'est vraiment très 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 dur à danser à tous les niveaux. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'extension, beaucoup de rythmes complexes, d'explosivité, de syncope. Ça pousse vraiment les interprètes à la limite de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Donc c'est sûr que ça demande vraiment une maîtrise très très grande en fait en tant qu'interprète de son propre corps. Donc ça c'est une première dimension. Après il y a une autre dimension qui est vraiment je dirais la capacité à s'engager dans le mouvement et à mobiliser au moment où on déclenche un mouvement qui par exemple est motivé par un objet qu'on imagine, à vraiment mobiliser un imaginaire très concret, mais un imaginaire quand même, et à réussir à toujours réinvestir ce mouvement de cette manière-là. Et à jouer cet imaginaire. Ouais, et à faire que le mouvement soit vraiment parcouru, investi par ça. Et ce qui n'est pas facile, parce que très vite, une fois qu'on connaît les séquences, on peut aussi rentrer dans des formes d'automatisme, etc. Donc de toujours rechercher ça. Et puis il y a une autre chose qui est peut-être encore plus mystérieuse, et c'est la manière dont les interprètes vont être presque, je dirais, eux-mêmes affectés, déplacés peut-être par la danse. La manière dont ils vont s'autoriser quelque part à la fois vivre eux-mêmes et nous laisser apercevoir ce qu'ils vivent quand ce mouvement-là se déploie en fait. Qui pour moi est l'endroit vraiment de l'émotion, de l'intimité, et qui est pas du tout dans un travail comme ça. Par exemple, quand on les voit par exemple de très près à la caméra, on voit le niveau de concentration dans leurs yeux. Moi j'aime bien parce qu'en fait c'est tellement dur ce qu'ils font qu'on voit qu'ils jouent pas pour le public. Enfin, bien sûr qu'ils jouent pour le public, mais et je trouve qu'il y a une beauté de cette concentration-là, de ce regard qui est pas dans le fait de dire « Ah, je veux te montrer ça ». Enfin, plutôt pour pouvoir te montrer ça, je dois être pleinement concentré sur ce que je suis en train de faire. Dans l'intensité du maximum. Mais en même temps, parfois, on voit qu'ils sont transformés par l'action qu'ils sont en train d'accomplir. En fait. Magnifique. Merci Noé. Il y a des choses que tu veux ajouter, des petits mots, des grands mots, des choses qu'on n'aurait pas évoquées sur cette création ? Je pense qu'on a parcouru vraiment l'essentiel, en tout cas tel que je l'aperçois maintenant. Après, avec la tournée, ça évolue toujours. Non, c'est vrai, et j'aime beaucoup. Finalement, en fait, moi, au début, quand on découvre la pièce, je trouve que c'est toujours très stressant. On se demande, on espère que le public va pas s'ennuyer, qu'il va rentrer dedans, qu'il va être touché, qu'il va y retrouver quelque chose qu'on y trouve soi-même, en fait.
Et puis après, heureusement, parce que ça c'est assez anxiogène, il y a un autre type de regard, en tout cas moi j'essaie assez rapidement de basculer vers un autre type de regard où quand je vois la pièce, j'essaie d'y réfléchir, j'essaie de me demander s'il y aurait des petites choses à faire évoluer. Et puis j'essaie aussi, ça devient un laboratoire des pièces suivantes. Donc la tournée devient pour moi un espace de pensée, de réflexion, juste de regarder le spectacle, de dire tiens, est-ce que ça on pourrait le développer davantage? Qu'est-ce qui se passerait si ça on le faisait autrement? Mais pas pour refaire cette pièce-là, pour un autre projet, quoi. Donc, et par là même, le regard que je porte dessus, parfois je me rends compte de choses qui sont en fait dans une pièce, mais auxquelles j'avais pas du tout pensé quand je l'avais créée, ou en tout cas qui étaient peut-être inconscientes, qui étaient pas explicites pour moi à ce moment-là, quoi. Et tu parlais du fait que c'était ta pièce finalement peut-être la plus complexe au niveau de l'écriture chorégraphique. Je sais. Enfin, en tout cas, l'exigence que ça demande aux danseurs. Ouais. En termes de, c'est plus en termes de virtuosité. Alors, je pense que c'est vraiment pas une virtuosité gratuite au sens où c'est pas de la démonstration. Du show, quoi. C'est pas de la démonstration. Il y a des choses qui sont très dures et qui sont très discrètes aussi par ailleurs. Mais je dirais pas que c'est la plus complexe. Je pense qu'elles sont peut-être probablement complexes de différentes manières, mais par contre au niveau de ce que, mais c'est pas vrai parce qu'en fait les autres elles étaient super dures aussi en fait. Elles étaient peut-être difficiles autrement, donc je sais pas si, et je l'ai pas dansé moi-même, peut-être qu'un je sais pas, ça me fait un peu peur, mais peut-être qu'un jour je serais amené à remplacer Samuel, une ou un des interprètes. Il s'est pas genré, donc je non ok, bien sûr, il y a pas de, effectivement c'est pas du tout genré. Mais d'ailleurs je trouve que justement c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve qu'il y a une vraie en tout cas moi quand je vois la pièce, il y a une vraie porosité, fluidité entre eux, et je le vois pas, je me dis pas il y a un mec avec que des femmes, enfin je le perçois pas comme ça, quoi. Les séquences de mouvement elles-mêmes ne sont pas du tout attribuées, enfin il y a pas de répartition genrée dans les rôles du tout, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui c'est jour de relâche, il reste encore 2 dates. Tu vas voir des choses à Avignon? Alors pour être honnête, j'ai pas vu grand chose pour l'instant parce que mais sois-le. Tu te reposes. En fait, c'était tellement intense, on a vraiment fini la pièce l'après-midi de la première, donc c'était très 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 intense, et en fait la journée on répète, après on joue, et en fait là je suis vraiment épuisé et complètement mort, et puis après il y a aussi beaucoup de rencontres, comme ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, j'allais te remercier en tout cas d'être là. Ils sont très chouettes aussi. Et puis je sais qu'il y a certains projets que je vais aller voir parce que maintenant ça commence à devenir un petit peu plus calme, mais c'est vrai que aussi je trouve que d'aller voir un autre projet, ça demande une disponibilité mentale, et si j'y vais et que je suis complètement encore focalisé sur la pièce, etc. Je préfère revoir la pièce à un autre moment ailleurs, parce que beaucoup des pièces qui sont à Avignon tournent après pas mal, donc on a souvent l'occasion de les voir dans d'autres contextes. Et on comprend aussi que tu es dans ta bulle créative et que tu as envie aussi de vivre ce moment intensément et d'être avec tes danseurs. Mais je vais quand même aller voir des choses, les amis. Je vais pas pouvoir m'empêcher. Ok, merci. Un grand merci Noé. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse, et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.